Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce mercredi soir pour notre émission sportive. Allez, sommaire. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, LGT News, prix Marc-Vivien Foé, nommé Diakité et Singo ont-ils des chances de remporter cette distinction? On en parle en actu. Excellente émission sportive sur la 3. Voilà la question LGT de ce soir. Prix Marc-Vivien Foé. Nommés Diakité et Sengo ont-ils des chances de remporter cette distinction? Numéro de téléphone la 3, le 27 21 59 93 99. Et aussi continuer de toujours nous écrire sur la page Facebook de la 3. Alors ce soir, je serai accompagné de Jean-Philippe. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Dagochal, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Coach Alain, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien. Ça va. On tient le coup. Bon, bien. Ils ont déjà tout dit, hein. Vous êtes adorables, messieurs. Merci. Allez, on commence avec LGT News. On y va. LGT News. Judo, coupe de détection. Plus de 300 judokas ont fait le show. La relève est assurée au judo ivoirien, du moins si l'on s'en tient au spectacle vécu au Palais des Sports de Trècheville samedi dernier à l'occasion de la coupe de détection. En effet, si l'engouement fut total avec plus de 300 jeunes tireurs, les combats, eux, ont été de qualité, notamment au niveau des finales. Chez les moins de 42 kg filles, Boya Lekolo de l'INJS a démontré qu'elle a l'étoffe d'une future championne en dominant Kwasi Grasse par Ippon. Elle s'offre donc la médaille d'or de sa catégorie. Dans la finale des moins de 42 kg garçons, Kessa Exaucé du JCAM a donné une leçon de judo à son coéquipier Sugbi Bolati pour arracher l'or. D'autres jeunes tireurs tels que Traoré Aminata, moins de 52 kg filles, et Ousmane Kanté, moins de 52 kg garçons, tous deux du CESCA ont aussi crevé l'écran. 15 clubs ont pris part à cette coupe de détection dédiée aux benjamins, poussins et minimes. Au classement général, le CESCA s'est taillé la part du lion avec 29 médailles, dont 15 en or, 6 en argent et 8 de bronze. Le Judo Club Académie des Mers, JCAM, a terminé au deuxième rang avec 8 médailles d'or et 7 en argent. Le Judo Club de l'INJS ferme la marche du podium avec 8 médailles d'or et 7 médailles d'argent. LGT News. Tennis de table, un nouveau format pour booster le championnat par équipe. La Fédération ivoirienne de tennis de table a procédé au lancement du championnat national par équipe samedi dernier au gymnase Nzi Joseph Gabriel de la Sodémie à Cocody. Une innovation majeure est à souligner cette saison. Le championnat national par équipe se déroulera sur 3 mois au lieu d'une seule journée comme par le passé. Il se jouera d'abord en aller simple. À l'issue de cette ultime phase, les 4 meilleures équipes vont composer le carré d'as des demi-finales. Il faut s'aligner sur les standards internationaux. Si nous voulons avoir des équipes nationales fortes, il nous faut des championnats nationaux assez compétitifs, a expliqué le nouveau patron du tennis de table ivoirien Balotier Moko pour justifier cette innovation. 8 équipes sont dans les starting blocks pour ce nouvel exercice dont la première journée s'est disputée samedi dernier. LGT News. Football à présent. Cameroun, un broglio autour de la nomination du nouveau sélectionneur Marc Brice. Hier mardi se faisait l'annonce de la nomination de Marc Brice au poste de sélectionneur en lieu et place de Rigobert Song. Une information qui a provoqué un nouvel imbroglio au sein de la FECAFOOT qui, via un communiqué, a expliqué ne pas avoir été informé de cette nomination. Nous y reviendrons. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. D'abord, pour le débrief des news, Roger Stéphane, qu'est-ce qui se passe véritablement au Cameroun? J'avoue que la question reste posée. On est tous un peu perdus sur le dossier du nouveau sélectionneur Marc Brice au niveau donc, du Cameroun. Bon, il se trouve que hier, dans un communiqué, le ministère des Sports a annoncé la nomination d'un nouveau sélectionneur. Dans la foulée, la FECAFOOT, dirigée par Samuel Eto'o-Fils, a pondu un communiqué pour marquer son étonnement et sa surprise face à la nomination de son nouveau sélectionneur du fait qu'elle n'a pas été sollicitée, associée à cette prise de décision.
Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a un nouveau communiqué de la FECAFOOT, si j'ai bien lu et bien compris, qui dit que le ministère a fait injonction à la fédération de valider les nominations proposées par rapport au sélectionneur, à son staff, au staff médical, etc. etc. Et la FECAFOOT, une fois de plus encore, a dit non, qu'elle n'est pas partante pour une telle situation. Donc, c'est une affaire un peu cocasse. Ce n'est pas vraiment ce qui se passe dans cette affaire. Parce que sur les derniers événements, au départ de Gobesson, on a appris que c'est au plus haut sommet de l'État que le dossier allait être piloté. Est-ce que ça a été fait de façon unilatérale ou alors en association avec la Fédération camerounaise de football? Et puis après arrive cet événement. C'est un peu dommage, cet imbroglio. Je pense que le Cameroun, qui est la deuxième nation de football sur le continent, qui a fait beaucoup pour le football africain, ne peut pas se permettre de nous offrir un tel spectacle. Vraiment, c'est assez désagréable. Quelles vont être les conséquences? Est-ce qu'il va y avoir une intervention de la FIFA qui n'aime pas les ingérences politiques dans les affaires de sport? Est-ce que l'État ou alors le ministère est en droit de faire ce qu'il a fait? Est-ce qu'on est parti point long bras de fer entre Samuel Eto'o-Fils et le ministère des Sports? Enfin bref, beaucoup de questions sur cette affaire, mais je trouve que c'est un peu dommage. Le Cameroun, avec tout le respect qu'on a pour le football camerounais, c'est un peu dommage, il n'a vraiment pas le droit de nous offrir un tel spectacle. Bah, franchement, c'est véritablement très grave de voir la nomination justement du nouveau sélectionneur par le ministère des Sports sans même informer la FECAFOOT. Non, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai eu cette information, je suis allé lire les textes qui régissent les différentes entités. Déjà, du côté des statuts et règlements de la FECAFOOT, en son article 44, il est clairement mentionné au point 2-G que les nominations des membres des staffs techniques des sélections nationales sont des prérogatives du président de la FECAFOOT. C'est-à-dire que dans les statuts, c'est le président de la FECAFOOT qui nomme les sélectionneurs. Bien évidemment, il y a un canevas qui lui est donné par le gouvernement camerounais qui en est l'employeur principal, par le fait qu'il paye les salaires. Ouais. Et ça été cité dans un décret portant sur la gestion des équipes nationales, où c'était très clair. Et quand j'ai épluché ce décret, nulle part il n'est mentionné qu'un sélectionneur peut être nommé par le ministre des Sports. Donc déjà, avec les textes, je dirais la FECAFOOT et son président sont dans leur bon droit. Le fonctionnement, il est simple. Le gouvernement donne un canevas financier pour la prise en charge des staffs techniques des différentes équipes nationales. Et maintenant, c'est à la fédération de faire des propositions de personnalités entrant dans ce canevas-là et qui pourront peut-être, puisqu'on est également dans l'aléatoire, remplir les différentes missions qui leur seront assignées. Ouais. Et en ce moment-là, comme on appelle le ministère est OK sur l'aspect financier et le sélectionneur nommé par le président de la FECAFOOT. Et puis bon, les choses se mettent en place. Sauf que on ne sait pas s'il y a un problème Samuel Eto'o au niveau du Cameroun. Parce que ce que le ministre a fait, il a outrepassé ses droits. Maintenant, est-ce que ça rentre dans les interdictions de la FIFA? Là, c'est le gros point d'interrogation parce que je pense que la FIFA intervient généralement quand il y a... Les élections. Dans le cas des élections. Dans le cas des élections, dans le cas de suspension d'un président ou dans un cas qui, je dirais, empiète sur le bon fonctionnement d'une fédération. Là, il s'agit d'une équipe nationale senior. Ben, on ne sait pas comment ce dossier va se terminer. C'est assez inédit. On va voir. Est-ce que le ministre va finir par se dédire? Parce que moi, je suis le sélectionneur national. Je me demande comment est-ce que je vais travailler avec une fédération qui ne veut pas de moi. Parce que, également, sur le plan administratif, pour donner la liste des sélectionnés, cette liste doit partir du sélectionneur, validée par la FECAFOOT, avant d'être transmise, ce qui est différent un peu en Côte d'Ivoire, avant d'être transmise au ministère des Sports. Vous voyez comment ça se passe au Cameroun? Pour une signature définitive. Et puis maintenant, on essaie de décaisser les fonds pour les joueurs. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir là-bas au niveau des textes. Il y a une trop grande intervention des pouvoirs publics dans la gestion des mais la seule nuance, c'est que... Oui, Stéphane, assez rapidement. Oui, parce que sur l'article de loi dont il parle, la fédération, la FECAFOOT l'avait produit dans son premier communiqué. Mais il se trouve que dans la genèse de cette affaire, après l'élimination de la CAN, il y a eu une rencontre au sommet avec Eto'o, ministre et chef de cabinet. Et il y avait des décisions qui ont été prises. À partir de cet instant, Eto'o même a dit, dans ce cas précis, nous laissons la latitude à la présidente de la République de décider
de la nomination, du choix. Mais là, il n'aurait pas dû le faire. Par contre, Non, maintenant, il n'aurait pas dû le faire ce du qu'ils tout. dénoncent là, Oui, c'est oui. qu'ils n'ont pas été associés, n'ont pas été informés de la prise de décision. C'est ce voilà. qu'ils dénoncent. Mais sinon, dans la jeunesse, eux-mêmes, ils avaient semblé D'accord. donner l'autorisation Oui, au pouvoir public de Coach prendre la Alain. décision. Oui, on vous écoute. Mais moi, je pense que dans ce cas de figure, je pense que quand ils sont allés d'abord au débat avec l'État du Cameroun, il y a quand même un minimum de respect. Pour le respect pour l'État du Cameroun, Eto'o a dû faire des concessions pour dire « J'espère que prochainement, le ministère sera associé partout. » Mais dire au ministère d'aller décider pour choisir un sélectionneur, je ne pense pas. Ce qui a été fait. Et je ne pense pas. Et là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un ministre qui est en charge d'un ministère, à savoir d'abord, est-ce qu'il connaît le football, ne peut pas décider, oui, mais ne peut pas décider de choisir un sélectionneur qui, ma foi, va travailler avec une fédération. Et si cette fédération n'est pas d'accord, il vient faire quoi, ce sélectionneur? C'est clair. Voilà le gros problème. C'est clair. Oui, Dagocha. C'est dommage. C'est dommage. Le Cameroun nous a habitués à ce type de problème-là. Quand ce n'est pas les histoires de primes, ce sont les histoires d'ego. Aujourd'hui, c'est le ministre qui se substitue au président de la fédération et qui veut désigner l'entraîneur. Moi, je pense que tout ça, ça découle de l'échec du Cameroun lors de notre CAN. Et je pense que le ministre, sinon certains membres du gouvernement, ont envie de casser du Eto'o. Moi, c'est ce que je pense, parce qu'ils savent que cette injonction, cette immixtion, forcément va alerter la FIFA et va faire en sorte que la FIFA mette ce Cameroun-là sous normalisation. Et l'épisode Eto'o sera terminé. Sinon, on sait tous que la gestion administrative et technique d'une équipe nationale est du ressort de la fédération. Bien sûr. Maintenant, la gestion financière, oui, c'est du ressort de l'État. Mais c'est après que le technicien a choisi qui est le sélectionneur que le gouvernement a tenu de compte pour la paye. Mais pas avant. Pas avant. Ils le savent tous, mais s'ils le font, je pense qu'il y a anguille sous roche, on veut casser du Eto'o. En tout cas, on regarde la situation confuse actuellement autour de la nomination du sélectionneur camerounais. Justement, nous avons pu recueillir la réaction de Patrick Fokam Kwasi, journaliste sportif camerounais, Globe, Afrique Magazine. Réaction prise par Magat. On regarde. Je dirais que la nomination du sélectionneur national de l'équipe nationale du Cameroun s'est faite en violation flagrante du décret présidentiel du 16 septembre 2014 qui stipule que la question administrative et technique est de la compétence exclusive de la Fédération camerounaise de football. En se référant à cette norme, force est de constater que le ministre des Sports l'a purement et simplement violé. Si Samuel Eto'o reste dans sa logique de réforme, de restructuration des textes, il est clair qu'un bras de fer sera inévitable, surtout que la FECAFOOT se sent bafouée. Et surtout que pour le mettre à l'étroit, le ministre a ramené des personnes qui ont été limogées de l'ancien staff de cette fédération. Je fais allusion ainsi à Didier Banlok, pour ne pas le nommer, qui a occupé le secrétariat de la fédération et qui avait été limogé par le président de la fédération pour des raisons que nous savons tous. Est-ce qu'en le ramenant dans le staff de l'équipe nationale comme coordonnateur des équipes nationales, est-ce que cela n'est pas à dessein? Parce que si on veut regarder les choses ainsi, on se rend donc compte que la paix n'est pas pour demain. L'opinion publique est divisée. Une frange corrompue qui a toujours perçu des subsides issus de ce flou est contre ces réformes engagées par le président de la fédération. Une autre faction non impliquée dans la corruption est pour le respect des lois et des textes. Pour le moment, Samuel ne s'est pas encore exprimé officiellement. Il n'a pas encore réagi officiellement par rapport à cette situation, mais un communiqué marquant l'étonnement de la fédération a été publié et est assez clair à cet effet. Comme je vous l'ai dit, le Cameroun est une curiosité, parce qu'on a l'art de se mettre en difficulté tout seul. On a des matchs cruciaux qui arrivent, mais quand on décide d'aller nous choisir des entraîneurs de seconde zone, excusez-nous, nous sommes quand même le Cameroun. On doit avoir des entraîneurs dignes de ce nom. Vous ne pouvez pas prendre des entraîneurs qui passent le temps à lutter avec la relégation et autres, et puis c'est eux que vous décidez de mettre à la tête de la sélection camerounaise. C'est quoi le projet? En tout cas, seul l'avenir nous le dira. Voilà,
que dire après ces révélations données justement par Patrick Fokam Kwasi, un journaliste sportif camerounais? Bon, il a une belle conclusion, l'avenir nous le dira. Mais moi, je veux bien chercher où est partie la pomme de discorde, parce que je me rappelle, bon, je peux peut-être me tromper un peu dans mon analyse, je me rappelle qu'à la dernière élection présidentielle, Eto'o avait adoubé le chef de l'État intelligemment, parce que derrière, il voulait être candidat à la FECAFOOT, et quand il a été candidat, il a reçu plus ou moins le soutien du régime en place, parce qu'il avait des réunions et des bons rapports avec, je crois, le secrétaire général de la présidence de la République, et ça l'a aidé, il a bien gagné cette élection. Alors maintenant, sorti de la CAN, je veux bien comprendre d'où est partie la déchirure. D'où est partie la déchirure pour qu'on arrive à une situation où on le convoque, lui et le sélectionneur Rigobert Song, pour une réunion de crise après les chaînes de la CAN. Ensuite, qu'on décide de laisser un tel dossier dans les mains de l'autorité politique et qu'après, on vienne prendre un communiqué dans lequel on met un article de loi qui donne force à la fédération dans le choix du sélectionneur pour qu'on arrive à cette situation. Bon, j'avoue que c'est... Comme je dis, c'est dommage, c'est dommage. Le Cameroun, c'est du grand football. C'est la deuxième nation derrière l'Égypte sur notre continent, avec de grands footballeurs, une belle histoire. Bon, on n'a vraiment pas besoin de ça. Et puis d'ailleurs, pourquoi aujourd'hui au Cameroun, en 2024, on devrait aller chercher un entraîneur belge qui n'a pas un gros coffre? Vraiment, c'est pas notre problème. C'est terrible. Ça, c'est un autre débat. Bon, messieurs, on va avancer, parce qu'on a le sujet principal de l'actu. Donc, on va se diriger tout de suite vers l'actu de ce soir. Allez, la question LGT, un prix Marc Vivien Foé, nommé Diakité et Senghor, ont-ils des chances de remporter cette distinction? Le téléphone est ouvert, le téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Et aussi, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Les internationaux ivoiriens, oui, Oumar Diakité et Wilfried Senghor font partie justement des 11 finalistes du prix Marc Vivien Foé. Ont-ils des chances de remporter cette distinction? On regarde cet élément préparé par la rédaction et après, on en parle sur le plateau de la Grande Team. Voilà, alors messieurs, avant d'ouvrir le débat, voyons la liste complète des joueurs nommés pour le prix Marc Vivien Foé 2024. La liste qui va s'afficher maintenant. Mais bon, en attendant, on y va donc pour la question LGT. Nommés Diakité et Senghor ont-ils des chances de remporter le prix Marc Vivien Foé 2024? Messieurs, à vos panonceaux, oui ou non? Non pour Coach Alain, oui Dago Charles, non Roger Stéphane. Et du coup, la réponse de Jean-Philippe, un oui pour Jean-Philippe. Il fallait équilibrer. Bien sûr, bien sûr. Allez Dago Charles, on vous écoute en premier. Moi, je considère que sur plus de 5 000, 10 000 joueurs de la Ligue 1 française, si on est parmi les 11, ça veut dire qu'on a du talent, on a des valeurs, on a de la valeur, on a tout ce qu'il faut pour être sur le podium. Voilà, donc déjà, partant de ce principe-là, voilà, c'est fort possible que c'est un facteur puisse rentrer en ligne de compte pour que nos jeunes gens puissent gagner, parce qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Ouais. C'est un facteur aussi déterminant, c'est très important. Parce que la Coupe d'Afrique a été réalisée quand même dans 180 pays, dans plus de 180 pays. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que Diakité et autres là, n'ont pas fait bonne impression, et Senghor n'ont pas fait bonne impression sur la place. Maintenant, quand on regarde aussi purement le foot, la saison, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Parce qu'en face, voilà, c'est Aubameyang. Excusez-moi, Dago Charles, on a la liste, donc on va regarder rapidement la liste donc, des nominés. La liste des nominés pour le prix Marc Vivien Foé pour l'année 2024. Wilfried Senghor, il est défenseur ivoirien, il a 20 matchs, 20 titularisations, 1 but, 1 passe. Il a 6 cartons jaunes et 0 carton rouge. Pierre-Emerick Aubameyang, il est gabonais, il est attaquant, il évolue à Marseille, il a 27 matchs. 23 titularisations, 11 buts, 5 passes décisives, 3 cartons jaunes et 1 carton rouge. Diakité Oumar, il est attaquant, il est ivoirien, il joue à Reims, il a 21 matchs, il a été titularisé 11 fois, 5 buts, 1 passe décisive, 3 cartons jaunes, 0 carton rouge. Achraf Hakimi, il est marocain, défenseur, il évolue au Paris Saint-Germain, c'est 21 matchs, 18 titularisations, 3 buts pour 4 passes, il a 3 cartons jaunes, pour 0 carton rouge. Voilà pour les 4 premiers. Ensuite, on a Amine Gouiri. Il est attaquant. Il a 24 matchs,
19 titularisations, 5 buts, 3 passes, un carton jaune, aucun carton rouge. Chancel Mbemba, le tenant du titre d'ailleurs, il est congolais, il évolue également du côté de Marseille. Il a 22 matchs, 22 titularisations, 2 buts, 2 passes, un seul carton jaune pour 0 carton rouge. Terem Mofi, il est attaquant, il a 23 matchs, il a 18 titularisations, 10 buts, 2 passes, 3 cartons jaunes pour 0 carton rouge. Voilà. Sur la suite de la liste, je crois qu'ils sont 11. Ils sont 11. Ouais, ils sont 11. Hein. Sur les 11, on a 2 Congolais et 2 Ivoiriens, ce sont les pays les plus représentés. Un peu plus tard, on a, je crois également, Amin Gouri, Achraf Hakimi, Tremofi, Moses Simon du Nigeria. Voilà, Moses Simon Voilà. du Nigeria. Je pense qu'on a fait le tour. Lamine Camara, le jeune prodige du Sénégal, qui est là également, qui fait une superbe saison du côté de Nantes. Et puis de Metz, pardon. Metz. Et puis Nabil également. Donc, ils sont 11 dans ce groupe-là. Et c'est parmi ces 11-là qu'on aura le vainqueur du prix Mac Bienfoué pour l'année 2024. Voilà, je vous laisse poursuivre. Voilà, donc je Dago disais Charles. qu'ils ont des chances, comme tout le monde. Tous ces 11, ils ont tous des chances, parce qu'on ne connaît pas les véritables critères sur lesquels les gens s'appuient pour dire lequel. Parce que quand on regarde un garçon comme Achraf Hakimi qui joue au PSG, qui fait une bonne saison par rapport à ses matchs joués, à côté tu as Aubameyang qui marque beaucoup plus de buts, mais est-ce qu'il a beaucoup impacté lui-même son club par rapport aux autres? Donc comme on ne connaît pas véritablement tous les véritables critères, c'est pour ça que je dis, et je pense que nos garçons ont des chances. Maintenant, ils ont moins de chances aussi, quand on regarde les statistiques qu'on a vues tout à l'heure là, par rapport à Hakimi et puis à Aubameyang. Mais sur un garçon comme Senghor, il est défenseur, titulaire sur tous ses matchs aussi, ça pourrait compter pour lui. Mais comme en général au foot, on regarde généralement ceux qui marquent des buts, ceux qui impactent leur club, Ouais. ceux qui impactent le jeu et autres. Bon, cela pourrait ne pas être en leur faveur. Voilà un peu ça. Sinon, pour moi, bon, ça, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Ça va D'accord. être difficile. Ça va être difficile, mais On ne sait jamais. je crois être un petit peu. Allez, on poursuit donc. Prix Marc-Vivien Foé, nommé Diakité et Senghor, nos 2 champions d'Afrique, ont-ils des chances de remporter cette distinction? Le téléphone est ouvert le 27 21 59 93 99. C'est donc le meilleur joueur africain de la Ligue 1. Oui, coach Alain, on vous écoute. Non, ben écoutez, soyons quand même réalistes. Hein. Ils n'ont pas joué, pour moi, ils n'ont pas joué véritablement des matchs qu'il faut pour mériter être d'abord sur cette liste des nominés. Ben, peut-être que, comme Dago l'a dit, peut-être par rapport à la CAN, on essaie, si on ajoute un peu la CAN. Mais dit qu'ils ont une chance, non, il faut qu'on se dise la vérité. On leur donne encore le temps de bien grandir. Peut-être la saison prochaine, ok, il n'y a pas de problème, mais cette saison-là, ça sera difficile pour eux. Parce qu'avec des joueurs comme Hakimi, avec des joueurs comme Aubameyang, avec des joueurs comme Moses Simon, je crois qu'il y a... Bouemba aussi. Il y a Chancel Mbemba encore qui est encore dans la course, mais ce serait un peu difficile pour eux. Mais j'espère que s'ils continuent de travailler, c'est déjà pas mal d'être d'abord dans un premier temps parmi les 11. Donc ça va leur donner peut-être la force encore de travailler plus. Et puis l'année prochaine, ils vont revenir fort. D'accord. Et Jean-Philippe? Écoutez, déjà le fait qu'ils soient nominés, cela prouve que ils peuvent remporter ce trophée. Ça, c'est déjà la base. Ensuite, je regarde un peu les différents garçons qui sont nominés. Je me suis interrogé sur la présence de ces 2 Ivoiriens. Et ça m'a emmené quand même à faire une certaine projection, un parallèle avec peut-être ce qui s'est passé ici en janvier de l'année passée, parce qu'on était tous surpris de leur nomination. Donc au niveau des critères, est-ce que les votants ne vont pas tenir compte de l'impact de la Coupe d'Afrique des Nations? Normalement, ça ne devait pas le faire, parce que, je dis bien normalement, ça ne devait pas le faire. On a vu des garçons remporter une coupe et un ballon d'or. C'est pas les critères, on va dire normalement. Écoutez, Mais monsieur, quand on parle du championnat français, écoutez, allons-y doucement. Ne parlez On a pas en vu- même temps. On a Voilà, vu un garçon déjà. remporter un ballon d'or dans une année sur la base du Coupe du Monde qu'il avait gagné auparavant. Donc, les votes sont subjectifs. Déjà, leur présence, qu'est-ce qui explique la présence de ces 2 garçons? Non, moi, On on s'interroge connaît tous les critères. là-dessus. Donc, on est emmené souvent à faire également des projections. C'est pourquoi je dis, ne connaissant pas les critères, Ouais. est-ce que les votants ne vont pas regarder ce qui s'est passé en janvier, et je le dis, alors que ce n'est pas normal? Ça, c'est le premier élément. Donc, concernant les 2 garçons, les 2 joueurs ivoiriens, moi, j'ai vu les statistiques de Senghor. Je pense qu'elles sont plus qu'appréciables. Il a joué 20 matchs, 20 fois titulaire. C'est l'un des joueurs les plus en forme de son équipe. Et il y a également, je dirais, le prestige de l'équipe qui compte
dans ce trophée-là. Il joue à Monaco, ce n'est pas rien. Donc, des deux garçons, je pense que lui, il a peut-être une chance de pouvoir remporter ce trophée. On regarde au niveau des statistiques de ceux qui jouent devant. On a vu qu'un garçon comme Gouiri n'a que 5 buts pour 19 matchs. Il a joué moins de matchs que Senghor. Pierre Aubameyang n'a pas beaucoup de buts. C'est Terem Moffi. Non, Terem Moffi, il a 10 buts en championnat. Aubameyang, je pense que 11 buts. c'est un championnat, c'est 11 buts. Il n'y a pas de Coupe européenne dedans. Donc, on a également Pierre-Emerick Aubameyang qui a 11 buts. Toutes les chances sont ouvertes pour tous les athlètes qui sont nominés. D'accord, ok. On a un appelant. On a M. Ouattara qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Ouattara. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute par rapport à la question LGT. Bon, la question, bon, si je ne sais pas, rappelez-moi un peu. Je vous redonne, voilà, ne vous inquiétez pas, je vous redonne la question LGT. Prix Marc Vivien Foé, nommé Diakité et Senghor, ont-ils des chances de remporter cette distinction? Ah, d'accord, ok. Bon, tout d'abord, Senghor et, comment on appelle, Diakité, ça serait un peu difficile. Voilà, ça serait un peu difficile parce que quand je prends le cas, bon, je ne sais pas si les critères, quand il y a les stades par rapport aux critères, le nombre de matchs de la saison, je ne sais pas si c'est par rapport à la CAN ou bien si c'est par rapport à toute la saison au niveau du championnat européen. Voilà, quand je prends sur ce stade-là, ça serait un peu difficile pour que ces deux-là puissent remporter le trophée Marc Vivien Foé. D'accord, ok. Moi, chez moi, bon, entre les deux, bon, le choix, même si quelqu'un devait rapporter, moi, je pense que ça devrait être Senghor, actuellement, qui a fait une montée spectaculaire, vraiment, au sein de l'équipe de l'AS Monaco. Moi, c'est quelqu'un qui est en train d'impressionner actuellement. Mais vu les stades des autres, comme on appelle les autres joueurs, tels que le Aubameyang et autres, moi, je pense que c'est Aubameyang qui serait très bien parti par rapport au tournoi Marc Vivien Foé. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Donc, c'est bien vraiment, noté. voilà. Bon, mais par rapport à Senghor, moi, je l'encourage beaucoup. C'est quelqu'un qui est monté en puissance. Vraiment, c'est un joueur que j'apprécie. Moi, je pense que s'il fait plus que ça, je pense que dans la dernière année, il pourra remporter ce tournoi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup, M. Ouattara. Merci. Voilà. Merci à vous de même. Merci bien. Voilà. Donc, nommés Diakité et Senghor ont-ils des chances de remporter cette distinction prix Marc Vivien Foé? Oui, un joueur camerounais, grand milieu de terrain des années passées, décédé au cours d'un match de football. Je voulais dire, il y a quoi Dango Chale et à Jean-Philippe, ils ont beaucoup tourné. Ils ont dit oui, mais ils ont beaucoup tourné. Et finalement, bon, ils vont nous rejoindre vers la fin. Parce que votre question est un peu difficile quand même, parce qu'on a deux Ivoiriens dedans. Ah bon? Bon, on est un peu supporter, journaliste, c'est un peu fatigant. Mais je les vois difficilement. D'abord, Senghor est latéral droit. Latéral droit, ce n'est pas le poste qui gagne beaucoup les prix. Sur ça, il est déjà mal parti et très lésé. Mais sinon, Senghor fait une superbe saison. Monaco est 3e du championnat, on a vu ses statistiques. Son nom revient beaucoup dans l'équipe de Monaco. Donc c'est un bon joueur. Mais le poste qu'il occupe est tellement difficile que généralement les latéraux, ils gagnent très peu. Je pourrais en citer plein dans l'histoire. Maldini, Cafou, Roberto Carlos, etc., qui n'ont jamais été au sommet, malheureusement. Donc Senghor est très mal lésé. Maintenant, Ouma Diakité, il s'est réveillé un peu après la CAN. C'est après la CAN qu'il fait quelques matchs. Mais sinon, en début de saison, il est un peu titulaire. Il dispute 5 matchs, il marque un but. Oui. En octobre et décembre, il est sur le banc de touche. Sur 10 matchs, il revient et marque un but. C'est après la CAN qu'il commence une série de matchs lorsqu'on le repositionne en lac. Donc, Diakité, ce n'est pas sur l'ensemble de la saison. Donc, quand je regarde tous ces éléments, je me dis que les garçons vont être en difficulté. Maintenant, ce n'est pas du tout démérité. Parce que la Côte d'Ivoire a une très belle histoire avec ce trophée. On a gagné 5 fois. Gervinho l'a gagné 2 fois. Nicolas Pepe, Seri Jean-Michel. Seko Fofana l'a gagné avant Mvemba, le Congolais qui est tenant du titre. Oui. Mais je pense que pour cette édition, quoique j'ai beaucoup d'admiration pour ces deux garçons qui ont fait une superbe campagne en Coupe d'Afrique, même si je pense que ce n'est pas ça qui va compter véritablement. Mais je pense qu'ils vont avoir du mal. L'un est latéral, il va souffrir. L'autre n'a pas été réglé toute la saison. Contrairement à des garçons comme Aubameyang, qui à un moment a porté l'équipe de Marseille, qui mettait plein de buts. Contrairement à d'autres garçons. Lui aussi vient de se réveiller. Ouais, mais je dis, mais quand même, son réveil est plus percutant que le réveil d'Diakité avec ce qu'il a fait à Marseille. On l'a vu sur quelques matchs. Okay. Mais vraiment, bon, c'est à mon corps défendant, mais je pense que les garçons vont être vraiment en difficulté sur la récompense finale.
D'accord. Vous pensez que même malgré, comme l'a dit l'appelant aussi tout à l'heure, même malgré la régularité de Wilfried Sengo, actuellement dans le bastion défensif monégasque, ne pourra pas faire la différence? Non, mais parce que d'abord, il est barré d'abord par Hakimi qui fait une très bonne saison devant lui. Donc déjà, pour lui, il a un concurrent direct qui est Achraf Hakimi, qui est tactiquement, techniquement au-dessus de lui. Donc déjà, pour lui, c'est un peu difficile. Mais ce qui est bien chez lui, c'est qu'il est en train de monter en puissance chaque jour. Et sa manière de monter en puissance permet aussi à ses adversaires de travailler dur pour garder leur niveau de progression. Maintenant, quand on va sur les stats, au niveau des buts, tout ça là, faut dire que Hakimi est plus buteur que lui. C'est vrai, il est rigoureux, tout et tout, mais il vient d'arriver en France et c'est ça qui pêche un peu en sa faveur, en sa défaveur. Sa défaveur, oui. Oui, en sa défaveur, mais dites qu'il est en train de progresser, mais c'est un peu trop juste pour moi. Pour moi, c'est un peu trop juste. C'est un peu trop juste. Parce que devant lui, vraiment, il y a quelqu'un qui... D'accord, oui, d'accord, Charles. Moi, écoutez, question de talent, on sait tous que le talent n'attend point le nombre des années. Bien sûr. Voilà, Kylian Mbappé a remporté la Coupe du Monde à quoi? 19 ans. Non, il a les mêmes stats que Hakimi. Il a les mêmes stats que Hakimi. Après, un footballeur aussi, il a le prestige. Stéphane l'a dit. Auria, il joue à Monaco, l'autre joue au PSG. Mais question influence, parce que c'est pour ça que comme on ne connaît pas les critères après dedans, on dit seulement le meilleur joueur évoluant dans le championnat français. Mais lui, il est titulaire à son club. Il est dans son club, il porte son équipe à bout de bras. Mais le PSG, Hakimi ne porte pas le PSG. Ça aussi, il faut le dire. Hakimi ne porte pas le PSG comme lui, Sengo porte l'AS Monaco. Et puis, qu'on le veuille ou non, la CAN devra compter. Oui. Parce que c'est cette saison. C'est ce que tu as fait. Tu joues en championnat de France durant cette saison. Et c'est du championnat de France qui est venu jouer la Coupe d'Afrique. Bien sûr. Voilà. Et donc, moi, quand je cite Aubameyang, c'est parce qu'Aubameyang, en 9 matchs de Ligue Europa, il marque 9 buts. Donc ça peut compter pour lui. Mais sinon, au début de saison, on n'a pas vu d'Aubameyang. Quand on changeait tous les entraîneurs de Marseille, Aubameyang était à la trappe. Voilà. Donc pour moi, Sengo a toutes ses chances en tant que défenseur latéral droit pour remporter ce trophée-là par rapport à Hakimi. Ça, il faut le dire. Parce que Hakimi, c'est vrai qu'il est titulaire à part entière, même titre que lui, mais il n'apporte plus ce qu'il a apporté au PSG l'année dernière. Ce n'est plus le même Hakimi. D'accord, ok. Avant de vous prendre, Jean-Philippe, on a un appelant. On a M. Koulibaly qui nous appelle de Gagnoa. Bonsoir, M. Koulibaly. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis on vous écoute par rapport à la question LGT. Je vous la redonne. Prix Marc-Vivien Foé, nommé Diakité et Sengo ont-ils des chances de remporter cette distinction? On vous écoute. Bon, moi, mon souhait est que les Ivoiriens prennent, même si je suis un Marseillais, vu qu'Aubameyang fait une saison exceptionnelle avec l'OM. Mais vraiment, mon souhait est que ce soit Oumar Diakité ou Wilfried Sengo. D'accord, c'est votre souhait, mais est-ce que vous pensez qu'ils peuvent remporter ce prix? Bon, vu la montée de Diakité, Diakité mérite. Diakité peut l'avoir. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Koulibaly, pour votre participation. Merci à vous, vraiment très heureux. Heureux aussi, heureuse aussi, bon, heureux à nous tous, de vous avoir. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Allez, donc, on parlait de Sengo. Oui, ce que je veux dire concernant, par exemple, l'élément qui a été dit par coach sur Mvemba, sur plutôt Sengo qui était nouveau dans ce championnat. Je pense que Mvemba était nouveau quand il le remportait quand même. Quand il arrivait. Sa saison était magnifique. Oui, mais bon, la saison de Sengo ne l'est pas moins également. Peut-être que peut-être que vous le suivez moins, je dis bien peut-être, je ne sais pas si vous le suivez ou pas, peut-être que vous le suivez moins, mais sa saison n'est pas aussi mauvaise que cela. Pourquoi j'ai beaucoup insisté sur la CAN? J'ai regardé dans l'effectif des éléphants de Côte d'Ivoire, je me suis interrogé pourquoi c'est ces deux qui avaient été choisis. Et tout à l'heure, sur l'extrait du but de Diakité Oumar, on a quand même un Africain, un Ivoirien, qui réalise une saison presque parfaite en France, mais qui n'a pas été nominé. Il s'agit de Agbadou. Agbadou est titulaire depuis le début de la saison avec Reims. C'est le principe, c'est le patron de la défense, c'est le patron même de l'équipe de Reims. Mais il n'a pas été nommé. Pourquoi? Ça, c'est le gros point d'interrogation sur les critères de choix, sur les 11 joueurs qui composent cette liste. Mais quand je regarde de manière subjective,
je suis en droit de me dire, peut-être comme il n'a pas été sélectionné pour la CAN, c'est ce que je m'apprêtais à vous demander, justement. Est-ce que, justement, la participation à la CAN a un impact, les apparemment? critères n'étant pas très clairs, attention, s'ils intègrent le critère CAN de manière subjective dans leur choix, ça augmente, je dirais fondamentalement, la cote des nôtres. Mais ça ne veut pas dire que forcément, c'est eux qui vont remporter ce trophée. Mais ils ne seront pas, je dirais, les derniers au niveau du classement final. D'accord, donc la CAN peut influencer. Non, je vais aller fouiller encore dans mes recherches par rapport à l'apport de la CAN. Je vais fouiller encore. Mais sur la comparaison entre Senghor et Achraf, c'est vrai que généralement, dans ce type de cas, il y a les performances individuelles, mais aussi les performances collectives. Le Paris Saint-Germain est leader du championnat de France. Le Paris Saint-Germain est finaliste de la Coupe de France. Le Paris Saint-Germain est quart de finale de la Ligue des Champions. Ça, ils le sont à partir de ce soir. Non, mais c'est pas des éléments. C'est des éléments qui devraient Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît, messieurs. Non, c'est un élément que je vais apporter. D'accord. L'année dernière, quand Chancel remporte ce prix devant, comment il s'appelle, devant Seco, Lens finit vice-champion de France. D'accord, ça marche. Voilà, donc Marseille finit loin derrière Lens. Moi, je regarde après, les votants vont décider. Terminez maintenant, Roger Stéphane. Les votants vont décider, mais si on regarde ça, je pense que Marseille est de loin devant l'équipe de Monaco. Est-ce que ça va plaider en faveur de quelqu'un qui est un concurrent direct dans ce couloir droit? Mais comme je dis, bon, les éléments sont là. Après, les votants vont décider, mais j'avoue que on a beaucoup de sympathie pour ces deux éléphants, notamment Senghor. C'est vrai que sur la saison, Senghor, c'est pas mal du tout. Et moi, je suis allé fouiller un peu dans les chiffres de l'équipe de Monaco. Senghor, il est numéro 1 sur les duels gagnés. Il est numéro 1 sur les fautes subies. Mais par contre, quand on parle des buts, on cite Ben Yedder. Quand on parle des passes, on cite Golovin. Quand on parle des dribbles, on cite Fofana. Et quand on passe le nombre de ballons touchés, on cite Salissou. Bon, donc son nom revient dans le groupe régulièrement. Mais dans certains domaines, il y a aussi des leaders. Moi, maintenant, après, on va voir ce que les gens décident. Mais j'avoue que ça va être difficile pour Senghor et Diakité Oumar. D'accord. Oui, Dagochal, il ne nous reste pas assez de temps. Non, juste 30 minutes. Moi, je pense que Senghor a beaucoup pas plus 30 de minutes, chance. 30 secondes. Oui. Je pense que Senghor a beaucoup plus de chance parce que, pour moi, je regarde un peu la dénomination de la chose. C'est le meilleur joueur africain évoluant dans le championnat de France. Ça veut dire jusqu'à ce qu'on sorte les noms des nommés, c'est toutes les prestations de ces individus-là durant la saison. Et même son impact dans le match de l'Uruguay, je suis convaincu que cela, ça compte. Parce qu'il provient du championnat de France. C'est pour cela que dans une certaine mesure, je suis convaincu que leurs différentes prestations, tant en Coupe d'Afrique, un peu partout durant la saison, sont scrutées pour qu'on puisse les choisir. Et donc moi, c'est ce qui me fait croire qu'un garçon comme Senghor pourrait, haut les mains, remporter ce trophée-là. D'accord. Voyons déjà l'avis du public sportif ivoirien. Après, on revient sur le plateau de la Grande Team. On regarde. Voilà, vu les performances à la CAN et après la CAN, dans leur club, ils ont démontré vraiment une puissance. Ils ont montré qu'ils étaient vraiment déterminés au jeu. Voilà, donc je crois bien que Senghor, j'ai suivi l'un de ses matchs où il a fait une très bonne performance, comme aussi Omar Diakité. Dans ce temps-ci, il a commencé à marquer. Donc je crois bien que les deux joueurs ivoiriens auront la chance. Au vu des résultats qu'ils viennent récemment d'obtenir avec la CAN et aussi ce qu'ils font à l'extérieur, je pense qu'ils ont leur chance. Dans le cas de Wilfried Senghor, c'est un très bon défenseur. On voit déjà ce qu'il fait dans son club. On voit aussi ce qu'il fait quand il vient jouer en sélection. Donc franchement, mon cœur bat plus vers Wilfried Senghor. Diakité Oumar était un joueur déterminant pour la sélection ivoirienne parce qu'il était décisif à plusieurs reprises, notamment le match contre le Mali, où à la dernière minute, il a offert la victoire aux éléphants de Côte d'Ivoire. Wilfried Senghor, pour ma part, n'a pas été totalement décisif. Quand je parle de décisif, c'est des buts et des passes décisives. Pour un remplaçant, il était vraiment énorme. Son volume de jeu a été vraiment énorme. Donc, pour ma part, les deux ont la chance de remporter ce trophée. Alors, avant de terminer, un prix Marc Vivien Foé nommé Diakité et Senghor ont-ils des chances de remporter cette distinction? C'est la question LGT de ce soir. Messieurs, vos favoris par rapport à ce prix? Coach Alain. Comment je regarde les 11 nominés, je pense qu'il y a le joueur de, comment on appelle, le coéquipier de Boga, qu'on néglige un peu. Terrain Mofi. Voilà, Terrain Mofi qui a vraiment des beaux stats. Oui. Je pense que si on va sur la base des stats, moi je préfère... C'est votre favori? Oui, c'est mon favori. Dago Charles? Senghor. D'accord. Numéro 1, numéro 2, Aubameyang. Et puis numéro 3, Chancel. D'accord. Oui, Jean-Philippe? J'ai les mêmes choix sur les deux premiers. Je dirais Senghor et Pierre-Emerick Aubameyang. Mais en troisième, je vois Achraf Hakimi.
D'accord, ok, oui. Et non, Pierre-Emerick Aubameyang, il a déjà gagné une fois, je pense que... Parce que les joueurs qui jouent devant... Ben, Chancel aussi a déjà gagné une fois, c'est même le tenant du titre. Oui, Chancel, mais l'année dernière, Chancel était très brillant. On avait tout dit Seko, on avait vu Seko qui avait fait une formidable balance. Voilà, mais Chancel a vraiment fait une grande saison à Marseille, dans la défense de Marseille. Ça, c'était connu. Bon, maintenant, cette année, c'est pas... Par contre, Pierre-Emerick, sur un bon moment, il a planté beaucoup de buts. Bon, ça peut... Parce que les attaquants ont tous ce privilège. C'est ça qui est un peu embêtant, mais on verra bien la suite. Ouais. Les attaquants... Moi, j'ai resté sur ma position. Hélène Mofi, superbe saison. Très bien. En tout cas, on aura le résultat très bientôt. Donc voilà, la grande team ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Merci beaucoup, très chers membres de la team. Dago Charles, merci. Merci à toi. Coach Alain, merci. C'est un grand plaisir. Merci. Jean-Philippe, merci. Merci à vous. Et Roger Stéphane, merci. Voilà, on se retrouve demain en direct, 20h30, toujours sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.